Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je préfère être debout. Tout d'abord, un tout grand merci évidemment aux organisateurs et surtout M. Rigolo d'avoir organisé ce colloque et de m'y avoir aussi invité. L'histoire, oui. L'histoire se répète, les cultures et les civilisations grandissent et déclinent selon un schéma morphologiquement comparable, et la culture occidentale s'approche tout doucement de son stade final en analogie avec la transition entre la République romaine tardive et le Principat augustéen, inaugurant la longue stagnation paisible de l'empire des Césars. Telle est l'hypothèse de base que j'ai tenté de développer dans mon dernier ouvrage, Le Déclin, récemment paru aux éditions du Toucan et qui semble avoir eu un curieux succès médiatique. Ce sujet est évidemment intimement lié à la question de l'identité européenne. Car vu la crise économique profonde que traverse l'Union européenne et qui ébranle les bases mêmes de la solidarité entre États, il n'est pas étonnant que la problématique de la construction d'une identité européenne solide soit actuellement au centre de nombreux débats publics. Néanmoins, l'historien ne peut ignorer qu'au vu de notre histoire millénaire, la véritable identité européenne ne peut et ne doit être une nouvelle identité créée artificiellement pour ramener des peuples hétéroclites sous la douce domination du politiquement correct, mais qu'elle est plutôt l'essence vivante de toutes les identités régionales et nationales développées depuis au moins le Moyen Âge. Mais le problème de perception ou d'acceptation de cette identité millénaire commune ne reflète pas seulement la vision biaisée des politiciens européens, il est aussi l'aveu que les valeurs identitaires européennes traditionnelles sont en grave crise et que les valeurs universalistes mises à l'honneur par les élites politiques semblent insuffisantes pour créer un sentiment de loyauté face aux institutions européennes. Dans le contexte de ce questionnement identitaire, j'ai tenté d'apporter un changement radical de perspective en tentant de démontrer que, contrairement à ce que l'on a pu prétendre, la crise identitaire que traverse l'Union européenne est, tant dans ses raisons structurelles que dans son déroulement chronologique, tout sauf nouvelle dans l'histoire. Les principaux éléments de cette situation ont déjà été vécus et ont trouvé aussi une solution, et ceci à une époque relativement bien connue de l'histoire humaine et paraissant si actuelle et moderne qu'elle devrait figurer au centre des débats sur la crise de l'Union européenne, c'est-à-dire la Rome de la République tardive, donc le 1er siècle avant notre ère. Adoptant une approche rigoureusement comparatiste des problèmes identitaires contemporains et antiques, j'ai procédé donc essentiellement par comparaison systématique de notre matériel documentaire émanant du monde européen contemporain et du passé de la République romaine tardive. Ainsi, j'ai essayé d'analyser systématiquement les 12 vecteurs centraux de la construction de l'identité européenne proposée par l'Eurobaromètre, c'est-à-dire la tolérance, le respect de la vie humaine, l'égalité, l'épanouissement personnel, la religion, le respect des autres cultures, les libertés individuelles, la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, la paix et la solidarité. Comparant rigoureusement la place de ces valeurs, on ne peut plus politiquement correcte dans la société contemporaine et celle de la République romaine tardive, j'ai tenté de montrer comment l'encouragement excessif de ces facteurs dans une société en pleine mutation économique et culturelle, loin d'en assurer la stabilité, contribue paradoxalement à son démantèlement et provoque le retour en force graduel des valeurs du passé. Ainsi, j'ai esquissé 12 propositions. La première était le recul de l'idéal d'un État culturellement bien défini et ethniquement homogène au profit de l'exagération des notions de tolérance et de cosmopolitisme favorise à la fois une immigration de plus en plus massive et un abandon de la priorité jadis accordée aux habitants originaux et à leur culture, à la fois dans la Rome tardo-républicaine, exposée au philhellénisme, comme dans l'Europe actuelle avec sa culture de culpabilité. 2. La vision de plus en plus problématisée de l'enfance, de l'éducation et de la responsabilité parentale, combinée avec l'émancipation de la femme et la baisse des salaires, ont affecté les comportements démographiques traditionnels des Européens, tout comme des Romains, et provoqué un déclin démographique inouï qui risque de constituer une hypothèque lourde pour les prochaines générations. 3.
L'idéal universaliste d'égalité entre les sexes, combiné avec l'exaltation de l'individualisme, a détruit la notion traditionnelle de la famille et surtout du couple et a produit, dans la Rome jadis patriarcale, comme dans l'Europe avec son idéal jadis chevaleresque, une explosion du divorce et des familles recomposées, entravant singulièrement l'identification des générations futures à la cellule familiale et donc à l'archétype de l'identité culturelle. 4. La disparition de la notion traditionnelle d'un juste milieu, profondément ancrée dans les convictions sociales du christianisme occidental, tout comme du mos maiorum romain, a produit, au profit d'une vision purement matérialiste de l'épanouissement personnel, a provoqué à la fois le carriérisme égoïste et l'émergence d'une société basée sur le pain et les jeux, une évolution démantelant toute loyauté sociale entre citoyens, éléments identitaires de toute première importance. 5. Les aspects spirituels de l'identité sont en plein déclin, notamment la religion traditionnelle, soit le christianisme, soit le paganisme républicain romain. Lourdement critiquée par la pensée rationaliste des Lumières et de la philosophie hellénistique, la force de cohésion de la religion traditionnelle se trouve désormais dans la défensive par rapport à l'attractivité exotique de religions étrangères, expliquant l'émergence des cultes orientaux comme le christianisme à Rome ou la montée en puissance du New Age et surtout de l'islam évidemment en Europe. 6. La mondialisation antique comme moderne et l'idéalisation outrée de tout ce qui est autre, combinée au masochisme culturel développé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont amené une dissolution de plus en plus marquée de l'adhésion instinctive aux traditions culturelles autochtones au profit d'un syncrétisme humaniste cosmopolite. 7. Concernant les libertés individuelles, intimement liées à la garantie de la sécurité de chacun, nous constatons à Rome, comme dans l'Union européenne, un sentiment d'insécurité et d'inégalité devant la justice. Les citoyens se méfient de plus en plus de la justice et ont tendance à saluer l'arrivée de partis politiques plaçant la sécurité collective au-dessus des libertés individuelles. 8. Le citoyen cesse de vouloir participer activement à la gestion des affaires politiques, soit dans la Respublica Romana, soit dans la démocratie actuelle. Ainsi, la déresponsabilisation de l'individu au profit de la masse, basée sur la confiance universaliste en la quantité plutôt qu'en la qualité, a donné naissance à une attitude apolitique qui, de son côté, a engendré la gestion de l'État par une élite technocratique, la soumission aux dictats de l'économie et la différenciation idéologique des grands partis. 9. L'État est devenu un organisme opaque et douteux dont l'évolution future est appréhendée par les citoyens avec pessimisme. Ceci explique pourquoi les Romains, tout comme les Européens, accordent peu de valeur à la liberté civique ainsi qu'au poids de leur vote, si y renoncer peut leur permettre de s'assurer des bénéfices financiers ou sécuritaires. 10. En Europe, comme à Rome, la combinaison entre l'infantilisation du citoyen, l'établissement du canon du politiquement correct et la perte de vitesse de la notion traditionnelle du devoir au profit de celle des droits a amené une situation où le rôle du citoyen est essentiellement passif et se structure autour du maintien des acquis matériels et non des dynamiques civiques qui les ont conquis. 11. En dépit de la notion omniprésente du pacifisme, le seul élément que les Européens semblent réclamer d'un commun accord de la part de l'Union est l'établissement d'une politique d'intégration intérieure et de défense extérieure commune qui permettrait de sauvegarder leurs intérêts chez eux et dans le monde. 12. L'idéal de solidarité, basé non sur la loyauté culturelle mais sur une logique économique, s'est de plus en plus transformé en un élément justifiant à la fois l'exploitation institutionnelle comme l'expropriation politique de régions périphériques par un centre politique et économique soucieux de garder le contrôle, expliquant ainsi la transformation de la Fédération européenne en un véritable empire où des États faibles comme la Grèce ou Chypre gravitent de plus en plus comme des provinces autour du noyau franco-allemand et sont obligés donc d'entériner des mesures politiques venant d'ailleurs. L'Européen, comme le Romain de la République tardive, est donc perdu dans les dédales ambivalents de ses traditions, de ses États et de son histoire politique complexe, où volonté de sécurité et ambition politique rivalisent avec un souci de liberté et de tolérance, rendant difficile, voire impossible, toute tentative de véritable fusion entre les valeurs traditionnelles héritées du passé
et les valeurs universalistes du syncrétisme globalisé qui s'est lentement préparé. Dès lors, une comparaison systématique de nos sources portant tant sur le présent de l'Union européenne que sur la fin de la République romaine tardive montre que la crise latente que subit visiblement actuellement l'Union européenne n'est pas un événement nouveau dans l'histoire mondiale, mais ressemble, dans quelques-unes de ses particularités les plus saisissantes, à la crise politique profonde traversée par la République romaine tardive. En effet, tant à Rome qu'en Europe, la carence grandissante de facteurs identificatoires essentiels est l'un des éléments les plus frappants de la crise morale, humaine et matérielle que vivent ces deux sociétés. Si seul l'établissement d'idées ou d'identités collectives permet de mettre en continuité avec le passé et de projeter dans le futur le présent individuel et sociétal, la coupure avec les idéaux traditionnels de ce passé déracine le présent et bloque à la longue toute conception sensée et organique du futur. Ainsi, il devient clair que la tentative actuelle de définir l'Europe comme une entité nouvelle et étonnante, tout comme l'imprégnation volontaire de la République romaine par la philosophie hellénistique et le cosmopolitisme méditerranéen, trahissent une désolidarisation totale avec le passé commun, ainsi qu'une vision de l'histoire politique radicalement anachronique et naïve. Certes, cette désolidarisation avec l'histoire et les traditions a eu des bienfaits ponctuels, et il est indéniable que l'énorme crise identitaire dans laquelle les deux guerres mondiales, la décolonisation et la guerre froide, ont poussé les États-nations traditionnels à faciliter l'abandon d'une certaine partie de leurs prérogatives traditionnelles, tout comme les guerres civiles et sociales à Rome ont favorisé l'extension de la notion de Romanitas d'abord à l'Italie, puis à l'Occident méditerranéen. Mais l'idée d'une unification pacifique du continent européen est dans l'air depuis Charlemagne, ne l'oublions pas. On ne peut pas considérer que la formation d'une identité collective soit le résultat du choix délibéré de valeurs civilisatrices éparses. Au contraire, émergeant d'un passé, elle est constituée d'un mélange dynamique d'éléments et d'idées culturelles diversifiées et contradictoires seulement en apparence. Car ce sont justement ces mélanges et ces confrontations qui animent la vie, dont la valeur absolue ne réside pas dans la somme de ses composantes, mais bien de leur combinaison. On ne construit pas une identité en choisissant uniquement quelques pensées aussi universelles qu'impersonnelles comme la liberté, les droits de l'homme, la tolérance, le libre-échange, et en proclamant par voie médiatique que ce sont là désormais les nouveaux fondements d'une entité vieille au fond d'un millénaire, car cela reviendrait à sous-estimer le poids de l'histoire et l'importance d'un inconscient collectif où se côtoient les meilleures et les pires traditions du continent. Pour définir une identité collective, il convient plutôt d'accepter, sans forcément les adopter, tous les aspects de son passé, et c'est précisément cela qu'ont voulu dire les Athéniens de l'époque classique en assurant avoir laissé, je cite, des témoignages immortels de leur passage, tant en bien qu'en mal. Fin de citation. En effet, toute autre approche créerait un ensemble artificiel n'ayant aucune valeur d'identification commune et générerait des phénomènes de désolidarisation tels que ceux constatés justement les dernières années. Dans cette perspective, l'Europe n'a pas besoin de se construire artificiellement une nouvelle identité comme le ferait une entreprise commerciale récemment fondée. Bien au contraire, l'on pourrait presque prétendre que l'Union européenne en possède déjà trop. Elle n'a pas à construire, mais plutôt à comprendre et à assumer l'identité territoriale et culturelle que lui imposent ces traditions historiques forgées dans des siècles d'antagonisme constructif avec les autres cultures dont elle émerge et qui l'entourent. L'on me dira que les valeurs universalistes auraient justement été développées en Europe et constitueraient ainsi un genre d'aboutissement des traditions précédentes plus restreintes et moins ambitieuses. Ce n'est vrai qu'à moitié. Toutes les cultures humaines tendent vers une application universaliste des idéaux qui leur sont propres sur tous les autres hommes. La nécessité de réaliser concrètement cette vision spécifique de l'humanité explique pourquoi le stade final de chaque civilisation, qui est marqué par l'extension territoriale maximale de sa zone d'influence sur d'autres peuples et cultures, se ressemblent. L'Empire romain, l'Empire abbasside, l'Empire chinois des Han, le monde occidental, tous se voient comme centre de l'humanité et reformulent leur vision traditionnelle du monde de manière de plus en plus diluée afin de pouvoir fédérer idéologiquement leur vaste empire
soit sur base d'un stoïcisme revisité par la rigueur morale romaine, soit sur base d'un idéal d'un islam classique, tolérant et cosmopolite, imprégné de philosophie grecque, soit sur base d'un confucianisme formaliste. L'Europe n'est donc pas une exception et il serait totalement faux et d'ailleurs curieusement eurocentriste de croire que l'universalisme lui est propre. Par contre, ce qui lui est ou était propre, c'est l'imprégnation par la pensée chrétienne médiévale, la tendance vers l'abstraction métaphysique et surtout cette volonté démesurée d'extension et de progrès que M. Mattei a si bien présenté dans son intervention, cette volonté faustienne, utilisant le mot si bien décrit par Goethe ou par Spengler. C'est donc précisément l'histoire millénaire de l'Europe avec tous ses conflits et ses partages qui est l'essence dynamique de notre présent, non un catalogue kantien, insipide et dénué de toute vitalité. L'Europe est beaucoup plus qu'une addition d'éléments géographiques unis superficiellement par une forme de gouvernance en péril. C'est un idéal humain spécifique et donc non nécessairement humaniste dans le sens d'universaliste. C'est une entreprise culturelle unique, unie et partageable, mais non exportable. Car elle est fédérée par 1000 ans de rêves, d'ambition, de folie, d'exploits et même de crimes, avec toutes ses conséquences positives et négatives, mais dans le fond a toujours été cette volonté faustienne de repousser toutes les limites personnelles et collectives, aller plus haut, plus vite, plus loin que les autres, en bien comme en mal. Les analogies entre la crise identitaire européenne du XXIe siècle et celle de la République romaine tardive semblent donc suffisantes pour en faire non seulement un cas de parallélisme accidentel, mais aussi un véritable paradigme pour notre futur. Et vu que, comme chacun le sait, à la République romaine suivit l'empire des Césars, il est fort à parier que l'avenir qui nous attend sera placé sous le signe du centralisme, du conservatisme et de l'autoritarisme. Ainsi, tous les problèmes identitaires et politiques concernant la République romaine tardive, énumérés au cours de cette recherche, ont trouvé effectivement un genre de solution politique concrète dans l'idéologie impériale créée par Auguste et son programme de restauration, ou en tout cas de révolution. Et il est à supposer que les problèmes concernant la crise identitaire de l'Union européenne trouveront un jour une solution semblable. Une solution qui puisse sembler, à juste titre, en désaccord flagrant avec les valeurs mêmes qui ont contribué à sa formation, mais cette ambiguïté a été et sera peut-être le prix déjà du maintien de la stabilité politique, sociale et culturelle dans un environnement profondément hétérogène et divisé. Et d'ailleurs, notre société actuelle, qui voit le triomphe apparent des valeurs universalistes, n'est-elle pas déjà avec un pied dans ce que j'appelle empire, de manière à ce que cette transition que je prévois pourrait s'opérer avec une facilité inattendue, tout comme la transition entre la République romaine et le Principat augustéen s'est effectuée en partie sous les applaudissements de la foule, en partie aussi dans le désintérêt. Car à fur et à mesure que s'affirme le rejet d'une identité politique émotionnellement insatisfaisante, d'un matérialisme attisé par la société de consommation, d'une démocratie de plus en plus éloignée du citoyen, de la dictature du politiquement correct, et que s'accroît la revendication d'un retour aux valeurs traditionnelles et d'une protection accrue contre l'insécurité et le déclassement social, les mouvements politiques éloignés du consensus démocratique gagnent du terrain, comme on le voit partout. Compte tenu du fait que le seul vote des abstentionnistes suffirait à créer un poids décisif pour les partis qui réussiraient à l'activer, on l'a vu en Italie, le potentiel électoral n'a jamais été aussi grand. Ainsi, la volonté populaire appelant à simplifier les institutions européennes, à établir une politique extérieure ambitieuse, à assurer le primat de la culture européenne devant celle des immigrants, à mettre un terme à la délocalisation et à la désindustrialisation, à sauver la solidarité sociale et surtout à élire directement un président fort pour l'Union européenne, provoquera tôt ou tard une situation parallèle à celle de la transition entre la République et l'Empire romain, bien que, du moins il faut l'espérer, sont les affres des guerres civiles. Peu importe, au fond, dans cette définition, la forme constitutionnelle donnée à cette autorité centrale, monarchie éclairée augustéenne, dictature dans le style des années 30, protectorat de la République par un général, présidence sans cesse renouvelée, comme dans bon nombre de pays méridionaux, jeu de chaises musicales, comme dans la Russie de Poutine et de Medvedev. Toutes ces solutions ne sont que des apparences qui cachent les conséquences d'un même problème.
le jeu de concurrence entre partis politiques et intérêts économiques semble être devenu si dangereux pour la stabilité de l'État et de l'Union et pour son projet de développement durable qu'il paraît inévitable à bon nombre de citoyens que devrait s'installer bientôt, avec le support des foules, tout comme des élites technocratiques, un régime impérial. Impérial, c'est-à-dire, dans ma définition, un régime où le pouvoir suprême d'un individu ou d'un groupe assure le compromis entre l'ancrage plébiscitaire et la gestion technocratique d'un corps politique qui est profondément déstabilisé et qui semble incapable de pouvoir se projeter dans un avenir de longue durée, car bloqué par un enchevêtrement institutionnel inextricable que les uns appellent démocratie et que les autres pourraient appeler l'abdication de l'État face aux puissances de l'économie et des clans. Ainsi, pour résumer et conclure cette intervention, je dirais que l'enjeu du problème identitaire actuel est double. D'un côté, la construction de l'Union européenne a obligé les nations à se défaire de certains préjugés et particularités constitutifs de leurs identités traditionnelles, sans pour autant insister sur les particularités culturelles de l'Union européenne face à d'autres cultures du monde. Cette déconstruction a mis un tel accent sur les valeurs universalistes et un langage politiquement correct qu'il devient parfois difficile de déterminer clairement en quoi l'Union européenne, outre sa pure dimension géographique, se distingue des Nations unies. Ceci posera évidemment un risque immense quand il s'agira de se positionner avec vigueur face aux grandes puissances émergentes du XXIe siècle, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, le Brésil, le monde musulman, très conscientes et fières de leurs particularités culturelles et peu enclines à favoriser l'humanisme avant leur propre intérêt. D'un autre côté, la construction européenne se trouve paradoxalement bloquée par son moteur initial et principal, c'est-à-dire l'économie. Par méfiance aux idéologies totalitaires, les pères de l'Europe s'étaient avant tout focalisés sur l'intégration économique, croyant que l'interdépendance matérielle empêcherait toute guerre future. Dans la pratique, ce fut un succès, mais cela a aussi créé le talent d'Achille de l'Union européenne, dont l'unité n'est pas basée sur un sentiment de loyauté culturelle et de destin spirituel commun, donc sur un élément positif, mais sur l'impossibilité de faire marche arrière économiquement et de séparer ce qui avait été savamment mélangé, donc un élément purement négatif. C'est pourquoi nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Soit nous nous dirigeons vers un confédéralisme européen purement économique, chapeauté par une identité universaliste vague et insatisfaisante, ce qui impliquera tôt ou tard, vu la fragilité de certains États membres, la dissolution, car sans identité et destin commun, il ne peut y avoir de solidarité entre citoyens et États riches et pauvres. Et vu que cette solution impliquerait que nous tombions de toute manière un jour dans le giron de l'une des autres grandes superpuissances émergentes, nous serions quand même soumis à tous les aléas d'un pouvoir impérial, mais en tant qu'objet et non sujet du pouvoir. Soit nous nous dirigerons vers un plus d'Europe, mais pour cela, l'Europe doit se doter d'une idéologie politique et culturelle propre et assumer pleinement une identité que j'appelle l'identité impériale, avec toute l'ambition, le traditionnalisme aussi et la générosité de vue que cela implique, comme ce fut le cas lors de la transition entre la République romaine et le Principat augustéen, qui inaugurera quand même, après un cataclysme politique presque centenaire, 5 siècles d'ordre, de sécurité, de paix et de prospérité, bien qu'au prix de la liberté politique. Merci bien pour votre attention. Bien, voilà la preuve que l'Europe aime à se critiquer, à se remettre en question. Et donc c'est une vision du passé, une vision de l'avenir, fondée sur plus qu'une analogie, je pense, sur une similitude. Ça tombe à l'heure où on doit déjeuner, ça coupe un peu l'appétit, évidemment, mais